Bonjour Nathalie Loiseau. Bonjour. Députée européenne, ancienne ministre en charge justement des affaires européennes sous Emmanuel Macron, on va le dire. Et aujourd'hui, ça va être bientôt l'anniversaire de la chute du mur de Berlin, le 9 novembre, samedi prochain. Une date importante au moment où l'Europe est véritablement en crise, on peut le dire aujourd'hui ? Vous savez, on a toujours dit que l'Europe était en crise. L'Europe est face à un monde qui se transforme à grande vitesse. Et l'Europe doit être à la hauteur de ce qui se passe, être certainement beaucoup plus rapide qu'avant. Capable de décider beaucoup plus vite. Nous étions 28, peut-être demain serons-nous 27, encore qu'il y a quelques doutes. Il faut réformer la manière dont l'Europe est gouvernée pour pouvoir répondre plus vite. Oui, mais on a l'impression que l'Europe n'est pas là. En tout cas, le Brexit déjà, sur un autre sujet, un report nouveau, peut-être un référendum, des élections, ça c'est sûr. Écoutez, ce qui s'est passé il y a 3 ans, c'était un référendum où on a vendu aux électeurs britanniques des solutions simplistes. On leur a dit, en gros, que le Royaume-Uni allait retrouver sa grandeur, sa puissance, sa force, simplement en quittant l'Union européenne. 3 ans plus tard, les mêmes qui avaient vendu cette soupe aux Britanniques sont incapables de dire quand et comment ils vont sortir de l'Union européenne, sans même vraiment dire pourquoi il faudrait en sortir. Il y a une crise majeure au Royaume-Uni, une crise de la représentation, une crise de la démocratie. L'Union européenne a fait sa part du chemin. On a négocié un accord de sortie. Nous préférerions que les Britanniques restent. Mais s'ils doivent sortir, autant le faire dans des conditions les moins catastrophiques. C'est la volonté du peuple britannique qui s'est exprimée. Elle s'est exprimée dans un scrutin manifestement simpliste, avec beaucoup de mensonges de la part de ceux qui promettaient des lendemains qui chantent et qui aujourd'hui ne sont pas capables de les offrir à la population britannique, avec beaucoup de manipulations aussi. Donc je trouve qu'on va parfois un peu vite en parlant de la volonté du peuple et en fermant les yeux sur tout ce qui a fait que ce vote a été ce qu'il a été. Oui, mais il n'y aura pas donc de sortie brutale, définitive, un Brexit sec. Il y aura encore report si nécessaire. Alors, il faut qu'il y ait une bonne raison pour qu'il y ait un report. Parce que l'incertitude, l'imprévisibilité, elle est délétère pour les citoyens européens qui vivent au Royaume-Uni, les citoyens britanniques qui vivent en Europe, pour les entreprises qui travaillent avec le Royaume-Uni. Et c'est un partenaire essentiel pour l'Europe, notamment pour la France. Tous ont besoin de savoir ce qui va se passer dans les mois, dans les années qui viennent. Cette incertitude est catastrophique, il faut en sortir. Donc pourquoi est-ce que les Européens ont accordé un report au Royaume-Uni ? Parce qu'il va y avoir une élection générale. Pour le moment, le Parlement britannique n'a pas donné de majorité à Boris Johnson. Donc le système est bloqué. Il faut que ce système se débloque. Il faut qu'il y ait une majorité pour quelque chose. Et s'il y a référendum, il y aura un nouveau report. Alors, il faut qu'il y ait une majorité pour quelque chose au Parlement britannique. On va voir ce qui va se passer aux élections du 12 décembre. Je n'ai pas de boule de cristal, je ne vais pas vous dire qui va en sortir. Est-ce qu'il y aura une majorité pour soutenir l'accord de retrait ? Et s'il n'y en a pas, le dernier recours, ce sera de revenir vers les citoyens britanniques, de leur demander une fois pour toutes, est-ce qu'ils veulent vraiment sortir ou pas, et dans quelles conditions ? Ça n'est pas aux Européens de le dire, c'est aux Britanniques de se décider, parce que si on nous demande notre avis, nous, la porte reste ouverte, ils sont les bienvenus à rester aussi. Oui, alors l'Europe critiquée aussi pour sa non-intervention en Turquie, enfin pas en Turquie, mais donc en Syrie, vis-à-vis de la Turquie et vis-à-vis surtout des Kurdes qui ont protégé de Daesh l'Europe pendant des mois en payant le prix du sang. Aujourd'hui, que se passe-t-il pour l'Europe ? Alors, d'abord, il se passe un abandon tragique par les États-Unis. Partons du commencement. La Turquie demande aux États-Unis de se retirer et de la laisser entrer dans le nord-est syrien, et les États-Unis s'en lavent les mains. À partir de là, les Européens, qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Est-ce qu'ils peuvent être présents sans les États-Unis au nord-est de la Syrie ? C'est la vraie question. On est à un tournant. On est à un tournant pour l'Alliance Atlantique. La Turquie, membre de l'Alliance Atlantique, décide d'une offensive qui porte atteinte aux intérêts des Européens de l'Alliance Atlantique. L'action militaire turque va clairement à l'encontre de nos intérêts de sécurité. Donc c'est un tournant majeur. Oui, ça veut dire que l'OTAN n'existe plus aujourd'hui. Et pendant ce temps-là, les États-Unis n'exercent plus leur leadership. Qu'est-ce qu'on voit jour après jour ? On voit des images de bâtiments où flottait un drapeau américain dans le nord-est de la Syrie, où maintenant c'est un drapeau russe ou un drapeau de Bachar el-Assad qui flotte. Oui, c'est donc un abandon total. Trump roule pour les Russes. Ça veut dire en tout cas que l'absence de leadership américain que l'on constate bénéficie à tous les bad boys
Que ce soit Erdogan, que ce soit Bachar al-Assad, que ce soit Vladimir Poutine, ce sont tous ceux-là qui en tirent profit. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On regarde, on déplore, on se croise les bras, ou enfin l'Europe se réveille. C'est ce qu'il faut. Enfin Actuellement, l'Europe se réveille, oui. comprend que sa sécurité, ses intérêts stratégiques, elle doit les prendre en main elle-même une fois pour toutes, que c'en est fini de dépendre des autres ou de vivre dans le confort douillet d'un continent en paix. Aujourd'hui, notre environnement est fragile, notre environnement est dangereux. C'est le plus beau plaidoyer que l'on puisse faire pour une Europe de la défense et pour une Europe de la sécurité. C'est maintenant. Oui, mais c'est pas pour demain, l'Europe de la défense. On voit bien les difficultés aujourd'hui. Cette Europe est désunie. Alors, je suis moins pessimiste que vous, parce qu'on a commencé à mettre en place des instruments pour être capable d'avoir une industrie de la défense mieux coordonnée, moins hétérogène, pour faire s'entraîner des troupes ensemble, pour qu'elles planifient, pour qu'elles évaluent la menace ensemble. On crée une culture commune. Après, il faut une volonté politique. Et il faut des leaders en Europe. On a de la chance aujourd'hui. En Europe, Emmanuel Macron est un vrai leader européen. Ailleurs, il y a des crises politiques un peu partout en Europe. Regardez ce qui se passe en Espagne, qui attend des élections. Regardez ce qui se passe en Italie, où Dieu merci, Matteo Salvini a quitté le pouvoir, mais il y a une coalition majoritaire qui est quand même une coalition un peu difficile. Regardez ce qui se passe en Allemagne, fin du 4e mandat de Madame Merkel, une certaine fatigue institutionnelle, une certaine fatigue politique. Et on a parlé du Brexit et du Royaume-Uni. Il y a peu d'États européens qui soient aujourd'hui en état de montrer le chemin. Il y en a un, c'est la France et c'est Emmanuel Macron. Oui. Alors, le Sahel aussi. Oui. Lieu de menace au Burkina, des morts ce week-end. Le député maire d'une des grandes villes du Burkina, donc assassiné avec d'autres personnes dans une embuscade. Que faut-il faire ? Il faut aider la force du G5 Sahel. Est-ce que l'Afrique doit faire face toute seule à ce qui demain peut devenir un péril pour l'Europe ? Il est hors de question de laisser l'Afrique seule, mais il est aussi hors de question de faire les choses à la place des Africains. Ce qu'il faut, c'est une présence forte, comme il y a au Mali, avec les Nations Unies, et je reviens de New York, la MINUSMA, avec l'Union européenne qui vient entraîner, aider l'armée malienne, et le G5 Sahel, c'est-à-dire une capacité à aider des forces africaines à prendre leur sécurité en main. Il faut faire beaucoup plus, de manière beaucoup plus déterminée, avec une compréhension du fait que la sécurité du Sahel, c'est notre sécurité, et de ce point de vue-là, les choses avancent. On a longtemps dit au Mali, par exemple, que nous étions tout seuls. Aujourd'hui, au Mali, vous avez des troupes allemandes, certes non combattantes, mais en soutien, mais vous avez des troupes combattantes tchèques, vous avez des troupes combattantes estoniennes. Honnêtement, j'ai été diplomate de carrière pendant à peu près 30 ans. Je peux vous assurer que pendant ces 30 années, expliquer à un Européen du Nord ou de l'Est que sa sécurité dépendait du Sahel, c'était mission impossible. Aujourd'hui, les choses ont changé, il se passe quelque chose en Europe, c'est une perception beaucoup plus commune des menaces que nous avons ensemble et de la nécessité de travailler ensemble à y répondre. Oui, le vivre ensemble. Nathalie Loiseau, toute la semaine dernière, en France, une polémique sur le port du voile, notamment pour une maman accompagnatrice de sortie scolaire, mise en cause. Comment vous réagissez et comment l'Europe réagit finalement à ce qui semble être un débat infini en France sur la question du voile? Alors d'abord, il n'y a qu'en France qu'on a ce type de débat. Moi, pour vivre et travailler en Europe, je n'entends pas la même hystérisation de la question d'un vêtement. La loi française est bien faite. Les vêtements qui couvrent le visage, la burqa, c'est interdit. Oui. Là, ce sont des vêtements, ce sont surtout des signes extérieurs de religion. Et ce sont des signes, quand on parle de burqa, c'est un signe de repli en dehors de la société. Ça n'est pas le modèle social français. En revanche, la laïcité à la française, c'est permettre à chacun, dans l'espace public, de croire ou de ne pas croire, et d'afficher ou de ne pas afficher ses convictions. Moi, ce que je souhaite, c'est la liberté des femmes. Qu'une femme puisse, dans un quartier, être libre de se voiler si elle l'estime nécessaire, ça n'est pas mon mode de vie, ça n'est pas ma manière de voir les choses. Mais libre aussi d'être en mini-jupe si ça lui fait plaisir. Le vrai sujet aujourd'hui, c'est pas les femmes et ce qu'elles ont sur la tête, c'est les hommes et les femmes des quartiers et ce qu'ils ont dans la tête. Est-ce que le communautarisme progresse ou pas ? Est-ce que tout le monde a envie de vivre ensemble ou pas ? Est-ce que l'État est capable
d'offrir à l'ensemble de ses enfants des conditions de vie, des conditions pour exercer leur liberté en toute sécurité, comme il a à le faire. Oui. Moi, ce qui me frappe, c'est pas une maman voilée qui accompagne une sortie scolaire. Elle souhaite que son fils puisse connaître comment la République marche. J'ai plutôt envie de lui dire bravo qu'autre chose. Ce qui me frappe, ce sont des jeunes et des jeunes hommes qui mettent le feu à une installation destinée aux jeunes à Chanteloup-les-Vignes. Oui, ça, ce sont les violences urbaines qu'on a vues ce week-end. Apparemment, parce que ça dérange des trafics de drogue. Le vrai sujet, il est là. Pourquoi est-ce qu'on s'en prend toujours aux femmes ? Avec cette espèce de sexisme implicite qui fait qu'on parle à leur place, on décide à leur place, on les décrit soumises ou on les décrit radicales. Écoutez, moi je préfère d'abord leur donner la parole, les rendre comptables de leurs actions, plus que de la manière dont elles s'habillent. Moi, on m'a appris à ne pas juger les gens sur l'apparence, mais en revanche, des sujets graves, sérieux, dans nos quartiers, dans nos banlieues, il y en a, qu'on les traite, et pardon de le dire, ce sont plus souvent des hommes que des femmes qui posent des problèmes dans les banlieues. Oui, un mot, vous n'êtes pas pour une révision de la loi de 1905 sur la laïcité en France, Absolument notamment pas. sur la question du financement des mosquées ou de la formation des imams. L'État n'a pas à s'en mêler. Selon le respect de la loi de 1905, il ne peut pas s'en mêler. L'État ne peut pas s'en mêler. Mais je dirais que chaque communauté de croyants doit aussi se prendre en main. Et il y a de ce côté-là une très grande difficulté à la communauté musulmane à s'organiser. On a vu que le CFCM était une institution qui n'avait pas tout à fait convaincu. On voit que beaucoup de mosquées, beaucoup d'imams sont financés par l'étranger, envoyés par l'étranger. Et ça, comment on peut le changer? Il y a quand même un paradoxe à se dire que l'État français, parce que nous avons la loi de 1905, ne fait rien, ne peut rien faire et ne doit rien faire, mais qu'un État étranger, lui, est libre de financer. Donc vous dites qu'il faut changer ça. En tout cas, il faut que les croyants français se prennent en charge sans être forcément dépendants de financement étranger. Il faut aussi que la formation des imams soit une formation à la fois religieuse, mais aussi républicaine. Je pense qu'il y a eu un certain nombre d'initiatives qui ont été prises ici ou là, intéressantes, insuffisantes. Ma conviction, c'est que c'est un sujet pour le coup européen. Nous ne sommes pas les seuls à y être confrontés. En Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne, la question se pose de la même façon. Et je pense qu'on aurait sérieusement intérêt à proposer à Mme von der Leyen de travailler sur le sujet pour avoir une réponse coordonnée à une question qui se pose partout. Merci beaucoup. Merci. Merci Nathalie Loiseau d'avoir été notre invitée aujourd'hui sur TV5 Monde.